de cet accueil sur le site de l'ESP à Moulins. Voilà, on est très content finalement de faire circuler le séminaire qu'on organise depuis 3 ans avec Joël Boissière de la Caisse des dépôts qui est ici, sur en gros une meilleure compréhension des technologies de l'information et de la communication, de l'informatique et de l'éducation. Avec cette année une focalisation qu'on a essayé de prendre autour de l'enseignement primaire. Donc les fois précédentes, on a été à Aurillac, où on a travaillé autour des tablettes. On a fait une séance à Paris 5, à Paris, qui était un petit peu différente, autour de l'école et en réseau. On avait Thérèse Laferrière notamment de Laval. Et là, on va travailler sur l'apprentissage du code. Voilà, donc on est très content d'accueillir 2 personnes qui connaissent très très bien la question. D'abord Béatrice Drodelange, qui vient de l'UBP, de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, et Malika Mor, qui est aussi à cette même université, qui travaille à l'IREM et à la Maison des Sciences. Voilà, donc voilà comment on va s'organiser. Il y a 2 interventions. La première de Béatrice. À l'issue de son intervention, on va faire un premier échange de questions. Et ensuite l'intervention de Malika. Et après une deuxième série de questions. Et on fera une espèce de débat final. Voilà. On a 2 heures à passer sur cette question qui est pas très simple, de l'apprentissage du code à l'école élémentaire. Voilà, Béatrice. Oui, j'attends juste qu'on me repartage mon écran. Parce que je ne vois pas mon propre diaporama. Merci. Donc en effet, le thème de mon intervention est intitulé « Apprendre à coder au primaire ». Ce que je vais essayer de faire, c'est d'évoquer les différentes modalités de cet enseignement et puis aussi de réfléchir à pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est issu d'un état de la question que j'ai rédigé avec Georges-Louis Baron dans le cadre d'un projet de recherche intitulé « Didactique et apprentissage de l'informatique à l'école primaire ». Donc c'est un projet qui est financé en partie par l'Agence nationale de la recherche et qui a pour objet de tester dans des classes de différentes académies la mise en œuvre d'un curriculum en informatique. Alors, curriculum en informatique que nous avons élaboré dans le cadre de ce projet auprès d'enseignants qui sont volontaires pour mettre en œuvre ce curriculum. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que l'informatique à l'école primaire se résume à la programmation. Donc, plusieurs universités sont participantes. L'Université de Poitiers, l'Université de Limoges, l'Université de Cergy, de Paris 5, mais aussi des partenaires à l'international, comme l'Université de Patras en Grèce et l'ENS du Burundi. Donc, les éléments que je vais vous donner sont issus de cet état de la question. Alors, le texte n'est pas encore diffusé, puisqu'il vient juste d'être terminé, mais vous pourrez le trouver sur le site du projet DALI. Alors, je vais structurer mon intervention en 2 temps. D'abord, peut-être rappeler quelques jalons historiques qui nous permettront de prendre un peu de distance peut-être par rapport au débat actuel, ou du moins de voir que ces débats sont ancrés dans un passé finalement pas si éloigné. Et le deuxième temps sera consacré à quelles sont les modalités de mise en œuvre de cet enseignement et que nous apprend la recherche en termes de quelles sont les compétences acquises par les élèves. Alors, jusqu'aux années 80, finalement, l'enseignement de l'informatique à l'école primaire et donc de la programmation n'est pas jugé prioritaire, le moins qu'on puisse dire.
Et puis, dans les années 80, un certain nombre d'événements, de circonstances vont faire que cette position va changer. Alors, parmi ces événements, on peut citer la publication d'un ouvrage, peut-être que vous connaissez, Jaillissement de l'esprit, de Peppert, en 80, et donc qui va avoir une forte répercussion sur les idées, sur les mentalités et sur ce que l'on peut faire de l'informatique, notamment avec des enfants. Peut-être vous connaissez la formule célèbre, programmer les ordinateurs ou être programmé par eux. Donc c'est pas dans ce livre, hein, c'est quelque chose c'est une formule plus ancienne, mais qui résume un petit peu, si vous voulez, la position de Peppert. Alors, pensée logistique, pardon, je fasse dérouler. Voilà. Donc dès les années 60, hein, c'est-à-dire une vingtaine d'années avant la publication de cet ouvrage, on trouve déjà des publications sur le langage logo. Logo ne vous parle pas, mais si je vous dis la tortue logo, ça évoquera peut-être des choses chez certains. Alors, oui. Je ne sais pas, mais c'est très dérangeant pour moi aussi. C'est pour ça que j'hésite, parce que je m'écoute en même temps que je vous parle. Je pensais être la seule à l'entendre. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Merci. Pardon, je suis revenue en arrière, du coup. Alors, une expression très en vogue, donc c'est ça qui est amusant, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce rappel historique, c'est l'expression de pensée logistique. Donc la pensée logistique, elle a été promulguée dans les textes de la direction des écoles en 1983. Ces textes concernaient l'introduction de l'informatique à l'école. Avec quelle finalité? Donc les textes de l'époque précisent qu'il s'agissait d'un éveil aux phénomènes socio-culturels et technologiques que constitue l'informatique. Donc on parle d'éveil, à la fois une technique et à la fois une science. Donc il faut faire attention peut-être de se replacer dans le contexte des années 80. L'informatique des années 80 n'est pas tout à fait celle que l'on connaît maintenant. Et cet éveil, il était à la fois humain et social, mais aussi technologique et logistique. Alors, qu'est-ce que l'on entend par logistique? Eh bien, derrière le mot logistique, on mettait en fait l'accent sur le logiciel et sur la pensée dite algorithmique. Donc derrière cette pensée logistique, on peut associer algorithmique et logiciel. Alors vous avez tout un tas d'ouvrages, tout un tas d'articles qui sont faits dans ces années-là pour montrer l'apport de l'informatique et notamment l'apport à la résolution de problèmes. Donc un des auteurs, un des chercheurs qui a par exemple publié sur le sujet, c'est Janine Rogalski, qui publie un certain nombre d'articles qui montrent que la résolution de problèmes, enfin l'apport de l'informatique à la résolution de problèmes, c'est que ça va être transférable à d'autres domaines qu'à l'informatique. C'est-à-dire ça développe cette capacité de penser, ce mode de pensée que l'on va pouvoir transférer dans d'autres domaines. À la fois donc par les outils théoriques de l'informatique, par les concepts, mais aussi par les techniques mises en œuvre. Alors d'autres chercheurs évoquent cette pensée informatique, notamment Jacques Arsac en 1981, qui est un informaticien, puisque à l'époque évidemment, comme aujourd'hui d'ailleurs, les informaticiens sont très à la pointe de ce débat sur l'enseignement de l'informatique à l'école. Donc lui met derrière cette expression de pensée informatique quelque chose d'un tout petit peu différent, puisqu'il évoque l'algorithmique, mais aussi une pensée opérationnelle. Il va s'agir de faire des choses concrètement et organisationnelles. Donc simplement pour vous situer ce que l'expression pensée logistique pouvait signifier dans les textes concernant l'école dans les années 80. En tous les cas, quoi qu'il en soit, l'idée que l'on retient, alors évidemment, chez les partisans de l'enseignement de l'informatique à l'école, inutile de vous dire que les autres ne partagent pas cet avis, c'est bien que les enfants sont capables de programmer, mais qu'en plus, cet apprentissage va leur permettre d'en tirer profit dans d'autres domaines.
C'est bien ça l'idée, c'est qu'on ne le fait pas nécessairement pour l'informatique, mais dans l'optique que ce que l'on met en place, ce que l'on apprend, les modes de pensée vont pouvoir être transférés dans d'autres domaines. Donc le maître mot, c'est la résolution de problèmes. Donc, des années 80 jusqu'à la fin des 83-90, vraiment un phénomène qui met l'accent sur Logo, la tortue Logo et la pensée logistique. Et puis, décennies suivantes, on considère à ce moment-là que l'informatique est un outil au service des disciplines, etc. Mais ce n'est plus considéré comme un enseignement à part entière, comme des savoirs informatiques. Donc ça disparaît un peu du paysage sous cette forme-là. 2000-2010, ça réapparaît, mais sous une forme, je dirais, quelque peu dégradée, au sens où on considère que l'informatique est importante, en effet, mais plutôt dans les usages. Et donc, on va mettre en place, par exemple, le B2I. On va mettre en place des certifications. Donc, il y a des compétences à acquérir, l'école le reconnaît, mais il n'y aurait pas de savoir associé à ces compétences, puisque on valide des compétences sans qu'il y ait pour autant un enseignement dit d'informatique. Et puis, dernière phase que nous connaissons actuellement, qui pourrait être celle d'un renouveau. Alors, renouveau qu'on peut marquer probablement par la publication du rapport de l'Académie des sciences en 2013. Je vous ai mis ici un extrait de ce rapport. Donc, il nous dit « L'enseignement doit s'adresser d'une part à tous les citoyens ». Donc ça implique que même l'école maternelle est concernée. C'est vraiment un enseignement qui serait prévu de l'école maternelle jusqu'à l'université. Donc s'adresse à tous les citoyens pour qu'ils comprennent les mécanismes et façons de penser du monde numérique. On est toujours dans cette idée d'une pensée, donc ici numérique, mais d'une pensée informatique qui les entoure et dont ils dépendent. Et puis il y a l'autre volet de ce rapport qui concerne tous ceux qui auront à créer, à adapter ou simplement bien utiliser des applications ou objets de nature informatique, quel que soit leur domaine d'activité. Donc le rapport précise les finalités d'un tel enseignement. L'idée, c'est que le curriculum qu'il propose favorise la découverte de langages de programmation adaptés ou aux enfants, un enseignement de l'informatique par des activités débranchées. Ce sera le thème de la seconde intervention. Voilà, puis il y a tout un environnement politique qui fait que l'informatique est remis en avant. Donc voilà pour ce rapide historique, alors très bref. Deuxième partie de l'exposé, comment et pourquoi ? Comment est-ce qu'on a envisagé cet enseignement de l'informatique et avec quelle finalité? Autrement dit, on pourrait formuler la question autrement, qu'apporte ou qu'apporterait un enseignement de la programmation? Alors j'ai pris quelques exemples, j'en ai pris 5 que je vais essayer de vous décliner. Alors, Logo, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, l'idée c'est de favoriser le développement chez l'enfant d'une culture scientifique. Vous allez me dire, jusque-là, rien de très nouveau. Mais l'idée principale, c'est que c'est l'enfant qui produira par lui-même cette culture scientifique. Autrement dit, il va falloir mettre en place un certain nombre de conditions pour que cela puisse être possible. Ces conditions sont au nombre de 4. La première condition concerne la représentation du fait scientifique. L'idée, c'est que le fait scientifique est souvent considéré comme extérieur à l'enfant. L'idée de Papert, c'est de dire il faut faire en sorte que le fait scientifique soit élaboré par lui-même. C'est pour ça qu'il emploie l'expression « objet pour penser avec ». L'informatique est un objet pour penser avec. Ce n'est pas l'objet lui-même qui est enseigné, c'est ce que l'on peut faire pour réfléchir à sa propre manière d'apprendre, à sa propre manière de penser. La deuxième condition que va permettre cette fameuse tortue Logo, je vous ai mis une représentation ici, elle a existé sous d'autres tunnels, mais bon, on connaît le plus la tortue Logo. La deuxième condition, c'est la relation du corps à l'espace. C'est-à-dire que Papert observe que les enfants, quand ils veulent programmer cette tortue, ces déplacements de la tortue, finalement se réfèrent à leur propre corps et à leur propre manière de se déplacer dans l'espace.
S'ils veulent que la tortue fasse un cercle, eh bien déjà, ils commencent par regarder comment eux-mêmes se déplacent en cercle et programment ensuite ces mouvements. Troisième condition, c'est le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur. Papert considère que ce micro-monde, cette tortue logo, permet un apprentissage procédural. Autrement dit, on a le droit d'essayer, on a le droit de se tromper. Ça va un peu en opposition à un apprentissage propositionnel où une proposition, elle est vraie ou fausse. Alors qu'ici, c'est pas vrai ou faux, on essaye, on bricole en quelque sorte, et on peut, comme cela, progresser, élaborer soi-même ses théories. On constatait les insuffisances, etc. par les essais et erreurs. Et enfin, quatrième condition, c'est l'enfant qui élabore son propre projet. Alors le projet, ça peut être « je veux dessiner une maison ». Et Papert nous dit, attention, il faut accorder du crédit même à un projet très simple, qui peut sembler à l'adulte très simple. Parce que si l'enfant réussit à aller jusqu'au bout de son projet, à savoir dessiner une maison, ça veut dire que déjà, il a été capable d'anticiper la démarche du robot, mais aussi de l'expliciter. Il a été capable de la formaliser, cette démarche, et il a été capable de la transcrire dans le langage de la machine. Donc même un projet qui peut paraître très simple est tout à fait à prendre en compte. Alors, il y a un certain nombre d'études et de recherches qui ont été menées pour essayer de mesurer, de montrer dans quelle mesure programmer en logo augmentait la capacité des élèves à résoudre des problèmes, puisque c'était ça l'objectif initial. Alors les premiers résultats étaient plutôt encourageants. Ils suggéraient effectivement le développement de capacités générales de résolution de problèmes, mais en mettant en évidence le rôle central de l'enseignant. Une thématique qu'on retrouve maintenant avec le numérique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre des objets numériques pour que d'un seul coup les élèves soient motivés. Il faut leur proposer des situations problèmes et pour pouvoir justement les intéresser. Enfin, c'est pas l'objet en soi qui va susciter la motivation et l'intérêt. Donc Papert et ses collègues ont listé dès les années 80 les contenus qu'ils estimaient pouvoir transmettre avec le Go, donc la rigueur de la pensée, la compréhension de concepts généraux, qui sont des concepts informatiques comme les variables, les procédures, les fonctions, la récursivité. Évidemment, la capacité à utiliser ces concepts, puisqu'on doit les mettre en œuvre dans le déplacement, dans la programmation du robot. Et puis aussi, la maîtrise de la planification. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'enfant qui voudrait programmer le robot pour dessiner une maison, encore faut-il qu'il soit capable de planifier ces différentes actions et de les décomposer en sous-problèmes. Typiquement, dessiner la maison, c'est dessiner un rectangle et un triangle. Et puis, dernier rapport, c'est la recherche de les corriger. Alors, ça ne fait pas l'unanimité, bien sûr. Il y a eu beaucoup de discours qui mitigeaient en quelque sorte ces résultats. Et vous avez une synthèse qui est parue dans la Revue française de pédagogie en 1987, qui reprend en fait toutes ces analyses en étant relativement critique. Et notamment, donc, Craé qui dit croire que programmer en langage logo pour développer une attitude générale à résoudre des problèmes, c'est commettre la même erreur que d'attribuer au latin la faculté de développer l'esprit logique et les capacités de raisonnement. Alors, finalement, dans son article, il montre que la pensée procédurale, celle que prône Papert, n'est jamais qu'un des aspects de la pensée. On ne peut pas réduire la pensée à cet aspect procédural. Et pour lui, le risque de cette approche, c'est finalement de faire de l'apprenant un éternel débutant, parce qu'on l'encourage à être finalement dépendant de règles. Donc il est relativement critique. Et un résultat qu'on connaît par ailleurs, c'est que ce ne sont pas tant des connaissances de haut niveau, la résolution de problèmes, mais plutôt des micro-expertises que l'on va développer qui vont permettre effectivement de traiter des problèmes avec une plus grande efficacité, prendre en compte des informations pertinentes, etc. À condition que ces problèmes présentent une certaine analogie avec la situation d'apprentissage que l'on a proposée aux élèves. Alors je vais revenir peut-être sur le rôle de l'enseignant.
J'ai repris un texte d'Arsac, Les machines à penser, en 1987, où il relate des observations de classe qu'il a faites, qui mettaient en œuvre un logo. Et un des constats qu'il fait, c'est que l'enfant forme un projet, puis constate, expérimentalement, qu'il ne sait pas faire. Il change alors de projet. Alors je vais vous donner deux exemples. Une petite fille décide de dessiner une maison. Donc elle sait que la maison, elle va la faire avec un rectangle et un triangle. Donc elle commence dans le coin haut supérieur, elle dessine son rectangle, revenue à sa position de départ, elle trace un angle, elle commence le triangle et puis elle redescend, mais au hasard. Et là elle se rend compte que elle n'arrive pas au mur. Alors elle réfléchit un peu puis elle se dit c'est pas grave, je vais faire une cheminée. Donc elle passe un petit peu de temps à savoir comment remettre la tortue dans le bon sens, entre guillemets, pour pouvoir faire la verticale. Et alors Arsac conclut, qu'a-t-elle appris? Qu'est-ce qu'elle a appris? Elle ne s'est pas demandé pourquoi, elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Elle n'a pas cherché à résoudre la difficulté, elle a changé d'idée. Pour lui, c'est donc l'école de la facilité, l'école de la débrouillardise. C'est une critique un peu sévère. Deuxième exemple qu'il indique, une classe où les enfants font les figures sur papier millimétré avec règles, rapporteurs, etc. Et quand ils ont vraiment, quand ils sont très au point sur le dessin qu'ils veulent faire, alors ils programment le robot. Et là, finalement, Arsac dit c'est propre. Mais qu'apprennent-ils? L'usage de la règle et du rapporteur? Malgré tout, malgré ces exemples qui peuvent sembler assez durs, c'est pour ça que je l'ai intitulé rôle de l'enseignant, parce qu'effectivement, si on laisse l'enfant face à ce genre de problème et qu'on ne l'oriente pas, il y a fort à parier qu'on arrive à ces dérives. Mais n'empêche que Arsac, malgré tout, est d'accord avec l'idée principale de Papert, qui est de dire, oui, il y a bien un mode de pensée. Des enfants qui auront eu affaire à Logo ne penseront peut-être pas tout à fait de la même manière après. Alors, les deux points sur lesquels il insiste, c'est l'habitude de découper des problèmes en sous-problèmes, d'être capable de nommer les entités pour pouvoir ensuite les réutiliser éventuellement. Et donc, il y a aussi une initiation à la récurrence, soit par répétition, soit par récursivité. Donc voilà, on a bien ici l'idée, malgré tout, d'un certain mode de pensée. Deuxième modalité employée, utilisée dans les écoles, l'informatique débranchée. Je ne vais pas le développer là tout de suite parce que c'est l'intervention de Malika qui suit, mais juste vous dire deux mots. Qu'est-ce que c'est que l'informatique débranchée? Ça veut dire on part du principe qu'on peut apprendre des concepts informatiques sans utiliser de machine, quelle qu'elle soit. Donc c'est vraiment arrivé à... donc là, l'illustration que j'ai choisie, c'est l'activité de correction des erreurs. Bon, si ça vous intéresse, on pourra vous détailler l'activité. En fait, ça marche souvent avec des tours de magie, de la manipulation d'objets concrets, etc. Alors j'avais fait une petite recherche sur quels étaient les effets en termes d'apprentissage. Alors, ça ne portait pas sur tous les types d'activités, ça portait sur l'apprentissage du binaire, le codage de l'information. Et en fait, les recherches qui sont menées portent très très peu sur les apprentissages. Quand vous regardez la littérature, vous avez plutôt des enquêtes sur la satisfaction et le plaisir. D'accord ? Donc, on a peu de résultats, pour l'instant, sur quels sont les effets en termes d'apprentissage. Troisième modalité, la robotique pédagogique. Donc ici, vous voyez un robot Timio. Timio est développé par l'école de Lausanne. C'est un robot libre. Donc ce robot présente un certain nombre de capteurs. Par exemple, quand il avance, il y a des capteurs qui lui permettent de détecter un obstacle, des capteurs de son. Si vous claquez dans les mains, vous pouvez programmer ce qui se passe. Des capteurs de luminosité. Voilà, donc il a aussi la possibilité de mettre un objet tel un crayon qui permet éventuellement, on lève le crayon, on baisse le crayon et donc on peut éventuellement tracer le chemin parcouru par le robot. Donc la robotique pédagogique, évidemment qu'elle a beaucoup à voir avec ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Logo.
Hein, c'est un intérêt qui se maintient depuis de longues années. Vous avez d'autres systèmes que Timio, vous avez des dispositifs qui sont fondés sur des jeux de construction, par exemple Lego, Fischer Technique, etc. L'idée, c'est aussi, là encore, de motiver les apprenants et de faciliter l'introduction de nouvelles connaissances. C'est de permettre une initiation à la programmation en faisant réfléchir les enfants sur la manière, sur leur processus de conception. Parce que ça amène effectivement à s'interroger de savoir pourquoi le robot se déplace pas comme j'avais imaginé qu'il se déplace, etc. Alors, Timio n'est pas utilisé, est utilisé à l'école primaire, dans les expérimentations que l'on fait dans le programme DALI, mais pour les plus grands. On a plutôt des jouets programmables à interface tactile. Alors là, il y a une interface avec un langage. Je pense par exemple, je ne vous ai pas mis de photo, mais je pense à Bibot. Mais je vous montrerai un petit peu plus tard. Alors quelques résultats, il y en aurait beaucoup, mais j'en ai retenu quelques-uns. Quelques résultats de recherche sur l'usage de la robotique pédagogique. On a plus de résultats pour l'école maternelle d'ailleurs que pour l'école primaire. Alors, Pekarova a montré que si on voulait qu'il y ait vraiment développement des concepts de programmation chez les jeunes enfants, ça nécessitait un encadrement solide et organisé. Un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure pour Logo. Et là encore, l'usage seul ne va pas suffire à motiver les enfants. C'est pas parce qu'on va introduire l'objet que d'un seul coup, il va y avoir une motivation pour ce genre d'activité. Il faut là encore proposer des situations problèmes adéquates. Alors, on montre l'acquisition de concepts mathématiques, comme les mesures, les transformations géométriques, l'orientation, la rotation et le pivotement. Globalement, vous avez des recherches qui montrent qu'il y a bien un gain pour les enfants en termes, par exemple, d'usage de symboles, de mouvement dans l'espace, à se situer soi-même dans l'espace, la représentation des trajets, etc. Alors, j'ai pris, pour être un peu plus précise, j'ai pris une étude en particulier, réalisée par deux chercheurs, donc Vassilis Komis et Mizerli, qui ont beaucoup travaillé au niveau de l'école maternelle. Ce sont des collègues grecs, donc sur des écoles de la ville de Patras, et j'en ai retenu une, et je vous expliquerai pourquoi. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'étudier les constructions, des concepts préliminaires de la programmation. L'étude est plus vaste que ça, mais j'ai retenu deux concepts, celui de séquence et celui de débogage. L'étude porte sur 108 enfants entre 4 et 6 ans. C'est la fameuse bibotte dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est une abeille avec des boutons dessus. Donc vous avez quatre boutons rouges qui permettent les déplacements, avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche. On peut effacer la séquence qu'on vient d'introduire et on peut lui dire d'exécuter la séquence. Le bibot s'accompagne de cartes. C'est-à-dire que les enfants commencent par créer leur algorithme avec les cartes et ensuite entrent les instructions sur la bibotte. Alors, la maîtresse leur donnait un itinéraire, la bibotte devait contourner des obstacles, etc. Et les enfants donc devaient programmer la bibotte pour qu'elle puisse partir d'un point de départ et arriver là où on souhaitait qu'elle arrive. Pourquoi le débogage est intéressant? Si vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dit que Papert mettait en avant les essais et erreurs. Pour que ça marche en informatique, il faut qu'on puisse débugger. C'est-à-dire que quand le programme ne marche pas, il faut qu'on mette en œuvre un certain nombre de stratégies pour corriger ce programme. Et donc, c'est intéressant d'aller regarder ce que font les enfants. On n'aura pas expliqué cela, c'est-à-dire qu'on observe et on regarde comment ils se débrouillent de la situation. Alors, les chercheurs ont repéré 5 catégories de débogage. Première catégorie, l'enfant fait son programme, il ne fonctionne pas pour une raison ou pour une autre, et il fait un débogage effectif, c'est-à-dire qu'après correction, son programme fonctionne. On est à peu près à 1/3 des enfants. Non effectif, c'est très peu. C'est-à-dire que le programme ne fonctionne pas, mais bon, l'enfant essaye de débugger, mais ça ne marche pas, 1%. Presque la moitié des enfants, 41%, arrivent à faire un programme correct du premier coup. 18% sont dans la situation où leur programme ne fonctionne pas, mais où ils ne débuguent pas non plus. Et puis, bon, pour des raisons diverses et variées, 9% des enfants n'ont pas réalisé de programme. Donc, stratégie de débugage. Quelle était la stratégie de programmation mise en œuvre?
C'est-à-dire comment est-ce que l'enfant rédige son programme. Alors, on a plusieurs cas de figure. Je doute que ce soit lisible, mais peut-être. Donc, premier cas de figure, la stratégie totale. C'est ici, donc on a 62 élèves qui utilisent cette stratégie. C'est-à-dire, j'entre toutes les instructions en une seule fois. Stratégie totale. J'ai pensé mes instructions et je les introduis toutes en une seule fois. C'est ce que le scénario pédagogique prévoyait, c'est ce qu'on espérait qu'il allait se passer. Stratégie pas à pas, c'est différent, c'est quand on débute, c'est-à-dire on entre une instruction, on l'exécute. On entre une instruction, on l'exécute, pas à pas. Donc, comme ça, on corrige au fur et à mesure, en fait. Et puis, les chercheurs ont observé d'autres stratégies. Les enfants ont élaboré des stratégies un peu plus complexes. Par exemple, celle-ci commence une stratégie de sous-programme. C'est-à-dire l'enfant va créer un sous-programme qui est en fait en soi un programme complet pour la bibotte, l'exécute et puis réitère cette démarche. Les suivantes sont un mixte des précédentes. Pardon, la souris est particulièrement sensible. Donc une stratégie totale, puis pas à pas. C'est-à-dire je commence par rentrer toutes les instructions, je vois que ça ne marche pas, alors après je fais du pas à pas. Ou bien je rentre tout, stratégie totale, et sous-programme. Ou bien stratégie sous-programme et ensuite en pas à pas. Dernier cas de figure, stratégie par essai et erreur. Là, ça veut dire que l'enfant n'a pas été en mesure de verbaliser, de formaliser le moindre algorithme et qu'en fait, il essaye. Alors, avant-dernière situation, le langage Scratch. Alors, un changement dans la continuité parce que ça rappelle en fait un certain nombre de jeux de construction, par exemple Lego. Donc, c'est un environnement de programmation multimédia. Vous voyez, c'est des blocs qu'on peut déplacer à vocation pédagogique. C'est un logiciel libre pour initier des enfants dès l'âge de 8 ans au concept de la programmation. Donc, ça évoque effectivement le jeu de construction. Alors, il existe une version pour les plus jeunes, Scratch JR, Junior, Scratch Junior, donc, qui est aussi disponible sur tablette pour les plus jeunes, donc 5 à 7 ans. Donc, ça se présente de cette façon-là. Alors, ça a plusieurs intérêts. Par exemple, le programme, là, il est ici. Vous avez des blocs que vous assemblez. D'une part, on est certain que le programme sera toujours juste syntaxiquement, parce que, vous voyez, ça s'emboîte comme des pièces d'un puzzle, et donc on ne peut pas emboîter des pièces qui, logiquement, ne pourraient pas être ensemble. Ensuite, ça se lit de gauche à droite comme un texte, alors que si vous avez ouvert déjà dans votre vie un programme, souvent il se lit de haut en bas. Alors, quelles sont les compétences de haut niveau qu'on vise? Bien sûr, la programmation, mais aussi le développement de la créativité et toujours, bien sûr, la résolution de problèmes. Avec un certain nombre de concepts transversaux, l'énumération, la direction, l'orientation, la causalité, l'expression orale, etc. Alors, il y a évidemment des difficultés qui sont bien repérées. C'est que dans cet environnement-là, on fait de la programmation parallèle. C'est-à-dire que chaque personnage est programmé. Mais quand vous programmez un personnage, vous ne voyez plus le programme des autres personnages. Et les personnages communiquent entre eux par des messages. Donc il y a des actions qui peuvent être conditionnées par la réception du message d'un autre personnage, par exemple. Donc ça, c'est pas tout à fait simple. Alors toujours Vassilis Comis, vous trouverez, pour ceux qui sont intéressés, sur le site du colloque éthique, donc École et technologie de l'information et de la communication, un diaporama, donc le texte n'a pas encore été publié, qui analyse toutes les difficultés didactiques liées à Scratch Junior. Voilà. Donc par exemple, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Alors j'ai fait l'expérience avec ma fille. Effectivement, les enfants ont tendance à mettre plein de personnages sur la scène sans les programmer. Donc il y a un personnage qui est programmé, mais il les programme pas tous. Et enfin, la dernière modalité que je voulais évoquer, c'est la modalité du concours Castor. Alors, le concours Castor, c'est un concours qui se déroule dans plusieurs dizaines de pays au mois de novembre.
maintenant, il y a une date commune, une semaine commune pour l'ensemble des pays. Et cette année, pour la première année, donc 2015, il a été ouvert aux élèves de CM2. D'accord ? Donc ce concours est à l'initiative des enseignants. C'est-à-dire que ce sont des enseignants du CM2 jusqu'à la terminale qui inscrivent leurs élèves. C'est un concours gratuit où il n'y a plus rien à gagner. Il y a eu, mais il n'y a plus. Et donc il se déroule, l'enseignant choisit le moment auquel il veut faire passer ses élèves. Hein. Donc il y a une semaine et en fait la session dure 45 minutes. Donc l'enseignant choisit sur cette semaine le créneau sur lequel il veut faire passer ses élèves. Les exercices se présentent de la manière suivante. Hein. Je détaillerai juste un petit peu tout à l'heure. Donc il y a des textes, il y a des images, il y a des animations. Donc je vous renvoie au site internet du site Castor. Alors, globalement, ça se présente comment? Donc vous avez une tâche qui concerne la résolution de problèmes informatiques qui va mettre en jeu des concepts informatiques, de l'algorithme, de la programmation, des raisonnements sur des structures de données, par exemple des graphes, des réseaux, etc. Le problème est fermé, c'est-à-dire que vous avez un énoncé, un problème, des données. La plupart des exercices mettent en œuvre des représentations visuelles comme des images, des schémas, des tableaux. Et on n'a pas besoin d'aller chercher de l'information ailleurs. C'est-à-dire que l'exercice en soi se suffit pour pouvoir le résoudre. Il n'y a pas de prérequis demandés. C'est-à-dire que théoriquement, chaque élève, même sans avoir reçu le moindre cours d'informatique, doit pouvoir réussir. Je dis théoriquement parce que c'est ce qu'on essaye de montrer. C'est ce que les organisateurs pensent et on essaye de vérifier qu'effectivement, il n'y a pas besoin de prérequis en informatique. Et il y a, ce qui est intéressant aussi, c'est une instrumentation par un artefact. C'est-à-dire que si on n'interagit pas avec l'artefact qui est proposé, eh bien parfois, on ne peut pas résoudre le problème. Par exemple, je reviens juste sur la diapo précédente. Je ne sais pas si vous êtes capable de dire sans manipuler combien de billes on peut faire passer sur le pont en même temps. Parce que pour résoudre le problème, il faut savoir ça. Donc vous voyez qu'il y a la possibilité d'essayer. Donc là, on peut se dire raisonnablement que peut-être il en faut 2. Mais il y a des exercices où c'est pas aussi évident et qu'il faut essayer, il faut interagir avec l'artefact pour avoir cette information. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a mentionné la nécessité, parfois, il faut vraiment interagir pour avoir les informations pour pouvoir résoudre le problème. Et j'en ai fini de mon intervention. J'ai proposé quelques pistes de discussion, mais évidemment, il y en a d'autres possibles, notamment sur scolaire ou périscolaire, pour ce type d'enseignement, pour ce type d'activité. Et puis aussi un effet de vocabulaire peut-être, la pensée informatique, programmation et maintenant codage. Merci beaucoup, Béatrice. On va justement prendre quelques questions là-dessus. Peut-être pour vous aider à réfléchir, je peux poser la première question. Dans les autres idées qui sont les idées maintenant actuelles, quid de Internet des objets connectés, qui sont maintenant, qui deviennent de plus en plus courants, qu'on voit un peu partout. Et pour être intéressant de réfléchir à ces objets connectés très tôt dans la scolarité, justement, parce que ça va nous environner. T'attends une réponse de moi là-dessus? Oui. Enfin, je trouve que ça revient à se poser la question de l'informatique à l'école primaire, en fait. Et effectivement, on peut penser qu'elle ne se réduit pas à la programmation. Il y a d'autres champs de l'informatique que l'on pourrait tout à fait aborder à l'école primaire. Et la question des objets connectés, effectivement, renvoie à plein d'autres problématiques que la programmation. Une autre façon de poser la question, c'est de dire que dans les exemples un peu classiques, en gros, la programmation est un peu isolée, c'est-à-dire qu'il y a où on réalise des dessins, on anime des objets, etc. Mais il n'y a pas de lien avec la vie extérieure, d'une certaine manière. Oui. Les questions peuvent se poser différemment, justement, où on a des objets qui ont une influence, ils font des mesures automatiquement, et les mesures amènent à prise de décision, et ça amène d'autres situations éducatives
peut-être plus riche et qui associe plus pensée informatique, codage et sciences humaines, etc. Oui, effectivement. Oui, ça évite de découpler, bien que toutes ces initiatives, alors sauf peut-être finalement les activités débranchées, mais c'est vrai que l'idée c'était bien d'arriver à faire que ce ne soit pas l'informatique pour l'informatique, mais peut-être que ça reste encore quand même très prégnant sous cette forme-là. Des questions ici dans l'ensemble des étudiants? Peut-être si vous voyez en stage, vous ne voyez pas en stage dans les écoles. La difficulté pour utiliser l'informatique dans les écoles, c'est les moyens matériels à l'heure actuelle qui ne sont pas, on va dire, assez harmonisés dans l'ensemble du territoire. Hein, je vais parler dans l'ensemble. Et effectivement, il y a des établissements scolaires qui ne peuvent pas. Enfin, moi, je sais que dans ma classe de maternelle, j'ai pas d'ordinateur dans la classe. Donc, commencer à utiliser l'informatique, oui. Je pense qu'il y a même des élèves qui ont une tablette à la maison ou qui ont déjà mis les yeux devant l'écran d'ordinateur avec papa et maman. Mais c'est vrai que sans moyens matériels, mettre en place est un petit peu délicat. Donc, je sais que le plan de l'école numérique de la loi de 2013 doit amener justement à la numérisation de l'école et comment on peut arriver déjà à se positionner là-dessus nous et comment pas compenser mais arriver à trouver des outils. Là, je pense que la deuxième intervention sera très intéressante puisque l'activité débranchée par définition se passe de machine. Bon, on va peut-être faire. Bah, il y a une transition, donc de ça on n'a pas le choix, donc il faut peut-être. Oui, je voudrais étendre de la génération justement des tortues logo et du livre Pas perte. Je voudrais savoir si les acquis de cette période seront pris en compte pour le futur, s'il vous semble qu'il y a quelque chose à récupérer dans ce travail qui, à l'époque, nous a enthousiasmés parce que on y a vu des moyens de construire vraiment une pensée qui ne se laissait plus intimider par l'échec, qui permettait d'aborder les problèmes mathématiques avec l'idée que je ne sais pas faire ça, mais je sais peut-être faire plus simple, et en assemblant des choses simples, je peux résoudre. Alors est-ce que cette façon de penser, cette façon d'éduquer vous semble pouvoir être réinvestie dans ce qui se prépare? Moi, pour l'occasion, j'ai relu l'ouvrage et je l'ai trouvé d'une certaine actualité. Et par exemple, à un moment donné, Papert écrit que la culture informatique, c'est pas tant de programmer que de savoir quand se servir de l'informatique. Et ça me semble d'une très grande actualité. Et je pense que tout le mouvement de la robotique pédagogique qui est en j'ai pas cité, j'ai oublié de vous citer par exemple le site de l'INRIA avec le programme INIRobot qui offre des ressources vraiment très très importantes pour les enseignants avec des activités pédagogiques, etc. Je pense que tout ça, tout ce mouvement sur la robotique pédagogique actuelle, enfin, elle est ancienne, mais est encore très présente, s'appuie sur ces travaux et sur ces expériences. Oui. Je vois une lignée très importante. Oui. D'accord. Oui, merci pour votre exposé. Moi, j'avais envie de poser une question qui est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il faut au primaire et en maternelle? Et si oui, quoi? Et après, est-ce que ça doit être fait plutôt dans le cadre scolaire ou dans le cadre périscolaire? Parce que j'allais dire, vous avez fait un descriptif, j'allais dire, dans le temps assez séduisant de ce qui se passait. Vous avez bien expliqué les problématiques, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir votre avis, et puis après de voir un petit peu comment ça peut se marier avec la réalité. Mais voilà, sur ces questions que vous vouliez aborder en discussion, moi, j'aimerais bien entendre votre avis. Bien, le programme DALI que j'ai cité au tout début, c'est son objectif, c'est-à-dire de voir dans quelles conditions on peut mettre en place un enseignement de l'informatique à l'école. Hein, c'est-à-dire pas en laboratoire, mais avec des classes, avec 35 élèves et avec un enseignant quasi normal parce qu'en fait ils sont quand même volontaires, donc bon. Mais donc c'est bien ça le projet c'est bien ça le programme DALI. Et oui, on pense que c'est possible.
Alors, est-ce qu'il faut? Je ne suis pas sûre que ça relève du champ de la recherche que de dire ce qu'il faut faire. On peut éventuellement amener des résultats qui alimentent la réflexion des politiques qui, eux, décident de ce que l'on met dans les programmes ou pas. Donc ça, c'est pour la première réponse. J'ai oublié. Ah oui, alors le périscolaire pose la question de l'équité sur les territoires. Et bon, voilà. Donc, si on considère qu'il faut, pour le coup, que cet enseignement ait lieu, on ne peut pas le déléguer au périscolaire. D'autres questions? Je vous propose de passer directement à la deuxième présentation. Je pense que les questions viendront et ça va bien à mon avis, se connecter, se reconnecter. Une autre idée, pour répondre à Joël, c'est que si on met en périscolaire, il y a un côté équité, peut-être. Un deuxième problème, c'est que ce que garantit les programmes scolaires, c'est que chacun fait à peu près la même chose. Donc, ça permet de régler les choses suivantes. Si on met à l'extérieur, chacun fera des choses différentes. Donc, on ne peut plus construire au-delà. Ça devient un objet un peu optionnel. C'est un gros risque, ça. Et on a beaucoup tendance en éducation à faire beaucoup de choses optionnelles. Mais l'option, chacun fait ce qu'il veut derrière. Ça ne construit pas forcément bien. Pas pour tous. Et si je me permets de rajouter une chose, nous sommes à l'ESP aujourd'hui, simplement par rapport à la formation, on est du point de vue de l'élève aujourd'hui, donc dans l'enseignement, dans le code, dans l'apprentissage du code, il y a aussi un niveau supplémentaire qui est celui de la formation des enseignants. Donc je suis conseiller pédagogique, justement on commence avec les collègues du département à réfléchir au positionnement et à des animations, à des formations pour l'an prochain. On a des pistes de travail, mais est-ce que vous auriez des pistes justement pour permettre aux enseignants de s'emparer de cette grande idée et à nous, formateurs, de pouvoir les amener sur ce chemin-là? Alors, en termes de formation, ce que va présenter Malika, c'est les actions de formation qui sont menées à la Maison pour la Science, en Auvergne. Et après, il pourrait y avoir des plans de formation sur... Un des obstacles à l'introduction de l'informatique à l'école primaire, c'est effectivement la formation des enseignants, parce que c'est décliné à très très grande échelle. Et donc on voit bien que ça a un coût non négligeable. Je vous réponds pas, mais... changer. C'est pour juste un PDF, donc vous faites des fils comme ça? Non, je voudrais page par page. Comme ça. Ça sont les aléas. Même l'informatique débranchée doit être présentée branchée. Et après, il y a des soucis de branchage. Bonjour à tous. Donc, je vais prendre la suite de Béatrice. J'ai repris le titre, Apprendre à coder dans le primaire, comment et pourquoi faire. Et moi, je vais me concentrer sur une modalité du comment, c'est l'informatique débranchée. Donc, tout à l'heure, Béatrice a évoqué le nom. Voilà. Et donc, je vais simplement, je vais faire 3 parties dans ma présentation. D'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on appelle l'informatique débranchée, qu'est-ce que ça veut dire. Je présenterai quelques activités. Je ne suis pas une théoricienne, je ne suis pas une didacticienne. Moi, je viendrai vous montrer ce que nous faisons. Alors, nous, c'est un groupe de l'IREM de Clermont-Ferrand, de l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques de Clermont-Ferrand et de la Maison pour la science en Auvergne. Et nous travaillons sur l'élaboration d'activités d'informatique débranchée, donc je vous en montrerai quelques-unes. Et puis, je vous parlerai un petit peu de notre groupe pour finir. Donc voilà. Donc, l'informatique débranchée, de quoi s'agit-il? De quoi est-ce qu'on parle? On appelle ça aussi parfois l'informatique sans ordinateur. Et donc, l'idée à la base de ce mouvement, si on peut dire, c'est d'enseigner des notions de sciences informatiques
de façon ludique et sans avoir recours à un ordinateur ou à une autre machine. Avec l'idée, c'est que ça va permettre de mettre l'accent sur les concepts scientifiques sans se laisser éblouir ou rebuter par les aspects technologiques. C'est un point de vue qui est assez ancien, puisqu'il a ses origines autour de 1992. C'est un chercheur, un informaticien néo-zélandais qui s'appelle Tim Bell, et des enseignants de Nouvelle-Zélande qui ont commencé à proposer ce genre d'activité. Dans la décennie qui a suivi, ce mouvement a acquis une visibilité croissante. Donc, par exemple, il a été intégré dans le curriculum en informatique proposé par les associations savantes américaines, l'ACM et puis l'association des enseignants d'informatique des États-Unis. Et puis, il a reçu le sponsoring de Google en 2006. Il y a actuellement toute une communauté internationale sur ce thème. Alors, en anglais, on dit Computer Science Unplugged, informatique débranchée. Je vous ai mis une capture d'écran qui est plus à jour. Le site a a été relooké, mais bon. On trouve là-dessus des tas de choses traduites dans tout un tas de langues. En particulier, on trouve un livre en français qui récapitule beaucoup d'activités, de propositions d'activités. Je l'ai amené, je vous le montrerai peut-être tout à l'heure pendant les questions, si c'est intéressant, si ça vous intéresse. En France, il y a plusieurs groupes qui travaillent sur ce thème. Si vous faites des recherches avec un navigateur sur Internet, en cherchant sciences manuelles du numérique, vous trouverez des choses. C'est un chercheur de l'INRIA qui s'appelle Martin Quinson et qui a développé un certain nombre d'activités avec une visée de médiation scientifique, alors pas vraiment d'enseignement. Vous avez un site qui s'appelle Pixies, qui est aussi qui a été aussi monté par l'INRIA, qui regroupe énormément de ressources, alors pas seulement d'informatique débranchée, mais entre autres d'informatique débranchée. Et puis vous avez un groupe IREM à Grenoble, dont je vous présenterai quelques activités. Vous avez notre groupe à Clermont-Ferrand, et puis encore d'autres, j'ai pas parlé de tout le monde. En tout cas, c'est actuellement quelque chose qui a pas mal d'actualité et qui se développe à plusieurs endroits. Donc, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que c'est faire de l'informatique débranchée, de l'informatique sans ordinateur? Alors d'abord, en préliminaire, je vais dire que évidemment, doit y avoir une complémentarité entre les approches branchées et débranchées. On ne préconise pas du tout de ne jamais toucher un ordinateur. L'objectif, c'est de prendre du recul grâce au décalage apparent quand on arrive dans une classe en disant aujourd'hui on va faire de l'informatique sans ordinateur, tout le monde est toujours très étonné. Donc l'idée c'est de pouvoir prendre du recul grâce à ce décalage. Et puis bien sûr donc ni de décourager l'usage des ordinateurs par les élèves et ni de pallier au manque d'équipement dans les établissements. Voilà. Alors les activités proposées reposent sur des principes qui sont assez anciens. Faire manipuler des objets tangibles et expérimenter à partir de situations concrètes. Et puis mettre les enfants en situation de recherche par des jeux, des énigmes, des problèmes à résoudre. Le plus souvent possible, on présente des tours de magie, des choses comme ça. Les activités donc, ont pour objet des concepts de la science informatique. Et l'entrée n'est pas forcément la programmation. Aujourd'hui, vu le thème de cette réunion, je me suis concentrée sur... j'ai sélectionné des activités qui ont pour objet la programmation, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce sont des activités souvent qui engagent le corps, qui favorisent le travail en groupe, et puis qui sont si possible agréables et non ennuyeuses. C'est que Béatrice a parlé tout à l'heure
d'études sur le plaisir et sur la satisfaction. Et puis, par ailleurs, on essaye de faire des activités disponibles à faible coût, sous licence Creative Commons, neutre par rapport au genre et robuste à l'erreur, aussi bien des enseignants que des élèves. Donc, ayant dit rapidement tout ça, je vais vous présenter quelques activités. Donc, je vous ai dit, j'ai sélectionné des activités qui tournent autour de la programmation et de l'algorithmique. Ces activités, vous pourrez les retrouver à télécharger, enfin les documents qui servent à réaliser ces activités dans les classes, les fiches pour les professeurs. Vous pourrez retrouver tout ça à télécharger, d'une part pour celles qui viennent de Clermont sur le site de l'IREM de Clermont-Ferrand et pour celles qui viennent de Grenoble sur le site de l'IREM de Grenoble. Alors, la première activité, c'est une activité c'est une activité clermontoise que nous avons intitulée Mon ami le robot, parce que c'est une adaptation d'une activité proposée par une association américaine qui s'appelle Tinkersmith et qui s'appelle en anglais My Robotic Friends. Et elle a pour objectif une initiation à la notion à la programmation. Alors vous voyez sur la photo, les enfants manipulent des gobelets, il n'y a pas d'ordinateur. Ce qui se passe, c'est que on a des enfants programmeurs, d'autres enfants qui jouent des robots, et les programmeurs écrivent des programmes qui ont pour objectif de faire construire des pyramides de gobelets à des robots. Et puis ensuite, une fois les programmes écrits, on les donne aux robots et les robots essayent d'exécuter ce programme. Le langage de programmation qui est utilisé, je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est quelque chose de très simplifié, juste pour faire des pyramides de gobelets. Alors, par exemple, mon image est un peu floue, j'espère que vous voyez à gauche une pile de 3 gobelets. Ça, c'est le début du problème. Et à l'arrivée, on doit obtenir à droite une pyramide, la pyramide qui est dessinée. Pour ça, voici les instructions disponibles pour les programmeurs, les seules instructions que le robot va comprendre. La flèche vers le haut signifie prendre un gobelet. La flèche vers le bas signifie poser un gobelet en dessous de sa main. La flèche les flèches vers la droite et vers la gauche déplacent la main du robot vers la droite ou vers la gauche d'un cran. Et puis, on n'aura pas besoin pour la toute petite pyramide, mais les 2 autres flèches servent à retourner la main du robot pour pouvoir poser un gobelet à l'envers, si nécessaire. Alors, la pince robotique, la main du robot, elle va se déplacer d'un demi-gobelet à chaque pas, tout simplement pour pouvoir faire des empilements comme indiqué sur l'image. Hein. Donc voilà, je suppose que vous avez tous compris l'histoire. Je vous donne tout de suite la solution. Pour passer de la pile de 3 gobelets à la pyramide qui est indiquée à côté, voilà un programme qui marche, que je vous propose. Donc je prends un gobelet, je me déplace de 2 crans vers la droite, je pose ce gobelet et je ramène la main au-dessus de la pile de gobelets initiale. Puis je prends un 2e gobelet, je me déplace de 4 pas cette fois-ci, je vais poser mon gobelet à droite du précédent et je reviens. Et puis je prends la dernière ligne, je prends le dernier gobelet, je fais 3 pas pour pouvoir poser mon dernier gobelet à cheval sur les 2 autres et éventuellement je ramène la pince au début. D'accord? Donc voilà. Donc dans cette activité, ce premier exemple, on va le faire ensemble avec toute la classe. Et puis ensuite, on va
les enfants vont se mettre par petits groupes, par exemple par groupe de 3. Un des enfants va jouer le robot, il va momentanément s'éloigner du groupe, il va aller s'entraîner à faire le robot un peu plus loin. Et puis les autres enfants, on leur donne un modèle, une pyramide. Ils doivent écrire un programme, ils vont écrire un programme pour réaliser cette pyramide. Alors, pour corser les choses, pour les grands, on peut leur demander d'écrire le programme sans manipuler eux-mêmes les gobelets. C'était beaucoup plus dur. S'ils sont petits, ben, on les laissera peut-être manipuler les gobelets pour écrire leur programme. Quand ils ont fini, ils appellent leur robot. Le robot ne dispose pas de l'image finale, il n'a que le programme. Parce qu'un robot, ça ne sait pas où ça va, ça ne sait pas ce que ça fait. Et il exécute le programme et on voit si ça marche. Et si ça ne marche pas, on renvoie le robot, on corrige le programme et on recommence. Et puis voilà, bien sûr, on fait tourner, c'est pas toujours le même enfant qui fait le robot et qui fait... Donc voilà une activité d'initiation à la programmation sans ordinateur. Qu'est-ce qu'on va apprendre en faisant ça? Eh bien, on va apprendre, on va mettre en évidence des techniques de programmation, par exemple, décomposer un problème en sous-problèmes. Vous avez vu dans mon petit programme tout à l'heure, je vous ai montré, j'avais fait une ligne pour chaque gobelet. On va utiliser un micro-langage de programmation, hein, c'est un petit vocabulaire très restreint qui est notre ensemble d'instructions. On va écrire des programmes pour guider un camarade qui, lui, ne sait pas ce qu'il va faire. Et puis, on va débugger ces programmes parce que, bien sûr, quand les pyramides sont un petit peu compliquées, des fois, c'est compliqué. Ça ne marche pas forcément du premier coup. Donc, voilà, on va... Alors, j'ai mis compétences là, mais ce n'est pas au sens technique des enseignants, hein, c'est une compétence au sens de la vie courante. On va apprendre à convertir des activités physiques en instruction, on va pratiquer le codage d'instructions avec des symboles, on va travailler la rigueur, la nécessité de la précision dans le codage, et puis on va apprendre à corriger un programme qui ne fonctionne pas. Pour faire ça, on va vous proposer une fiche professeur qui va indiquer un déroulement de séance. Donc on fait ça, à quel moment les élèves font ceci ou cela. Une fiche scientifique pour accompagner l'enseignant qui aime bien savoir un peu plus de choses que ses élèves au moment de faire une activité. Et puis des tas de documents pour distribuer aux élèves pour faire l'activité. Donc voilà, ça c'était mon ami le robot. Oui, je ne sais pas si on peut prendre une question dans la salle. Attendez, je crois qu'il faudrait vous donner un micro parce que comme l'intervention est enregistrée. Non, je voulais juste savoir, ça fait bizarre, à partir de quel âge on pouvait faire mon ami le robot. Parce que je trouve compliqué l'histoire de pas en fait. Moi, j'arrive pas trop à comprendre l'histoire des pas. C'est ça qui me gêne un peu. L'histoire des pas, en fait, on a imaginé deux dispositifs. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et on a imaginé deux dispositifs. L'un, c'est de prendre une plaque par exemple de polystyrène et de planter des pics sur lesquels on doit enfiler les gobelets. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, je vous la montre ici. Vous voyez les ronds, c'est de prendre une feuille de papier et de tracer les ronds qui matérialisent les endroits où on peut placer des gobelets. Voilà. Ça répond à votre question ?
Mais vous avez raison, c'est une des difficultés. En termes d'initiation à la programmation, nos collègues de Grenoble ont une autre proposition qui n'est pas très différente. Ça concerne aussi un robot. Là, c'est une grue qui doit déplacer des containers. Alors, je ne sais pas si ça, c'est la pince de la grue. Et vous avez des containers ici de couleurs. Alors, ça permet d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait nous avec les gobelets, puisque avec ces cubes de couleurs, eh ben, on va pouvoir introduire les notions de test et d'instruction conditionnelle. Si tu attrapes un cube bleu, alors tu fais ça, etc. Ça va permettre de faire des choses un petit peu plus sophistiquées. Ce Cargobot, ce jeu de Cargobot, il n'est pas tout à fait débranché, puisqu'il y en a une version sur laquelle on peut jouer sur Internet. Donc je vous ai mis en dessous l'endroit où on le trouve. Mais on peut aussi très bien y jouer avec des véritables cubes en bois. J'en ai apporté, on en regardera peut-être tout à l'heure si vous voulez. Et puis également, on peut avoir une version, ça c'est aussi nos collègues de Grenoble qui proposent une version avec des gobelets en couleur, qui permet, voilà, de la même façon. Ensuite, regardez sur les deux précédentes parce que c'est vraiment très semblable à celui que j'ai développé avant. Ensuite, je voudrais vous parler d'une autre activité qu'on appelle le jeu du labyrinthe. C'est une activité qui permet de découvrir quelque chose qu'on appelle des automates finis en informatique. Ça se présente comme ça pour les enfants. Vous avez une espèce de plan de donjon, enfin de plan de je sais pas quoi, de labyrinthe. Il y a une entrée que vous voyez à gauche. Il y a des pièces qui sont les rectangles, donc il y a le hall, la bibliothèque, l'armurerie, l'écurie. Bon. Les pièces sont reliées par des couloirs qui portent des étiquettes A ou des étiquettes B. Et puis vous avez une sortie qui là se trouve dans la cuisine, donc en bas à droite. On va vous donner une suite de lettres qui représentent des déplacements dans ce labyrinthe. Donc par exemple, là j'ai mis A, donc 5 fois A, 3B, 3A, 1B. On commence à l'entrée, donc par le hall. Le premier A nous amène ici, le deuxième A nous amène ici, le troisième A nous amène ici, le quatrième A ici, ensuite nous avons 3B, alors 1B, un deuxième B, on reste ici, c'est une boucle, un troisième B, on reste encore ici, c'est toujours une boucle, avec un A, nous allons ici, un deuxième A, nous allons ici, un troisième A, nous restons ici, et un B, nous allons dans la tour Est. Donc cette suite de déplacements nous a amené du hall à la tour Est en faisant tout le chemin que je vous ai montré. On a perdu puisqu'on n'a pas réussi à sortir du labyrinthe. Ah mince, bon bah peu importe. Si on arrive à sortir du labyrinthe, on a gagné. Si on n'arrive pas à sortir du labyrinthe, on a perdu. Peut-être je me suis trompée. Avec la souris, c'est pas très pratique. On peut faire des choses un petit peu plus sérieuses avec ces mêmes schémas. J'ai dessiné un autre schéma du même genre en bas, qui cette fois-ci va modéliser une machine. Alors c'est pour ça que j'appelle ça un automate, qui va modéliser une machine qui est une sorte de digicode, qui ne comporte que 2 touches. Elle pourra en avoir plus, mais en l'occurrence c'est pas nécessaire.
une touche A, une touche B. Donc on tape son code. Et on tape son code. Et en suivant, selon les lettres qu'on tape, en se déplaçant là-dedans, si tout va bien, on arrive ici, on arrive au point 5, ce qui permet de débloquer le bouton d'ouverture de la porte. Et donc, le comportement de cet appareil est représenté par le schéma. Et donc, je vous pose une question. Quel code faut-il taper pour ouvrir la porte ? Alors, il y a une façon très simple de faire, qui est de faire A, B, B, A. Et si on se trompe, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça dépend. Ça dépend. Il va y avoir d'autres façons que A, B, B, A pour ouvrir la porte. Par exemple, je peux commencer par faire un B, A, B, A, B, B, A, ça va ouvrir aussi la porte. D'accord? On peut imaginer, vu toutes les boucles qui sont dans mon schéma, on peut imaginer en fait une infinité de façons d'ouvrir cette porte. Alors, avec ces activités, on va faire découvrir aux enfants des algorithmes qui vont traiter du texte. Alors, c'était pas des mots qui voulaient dire quelque chose. Hein. J'ai des suites de A et de B. On peut imaginer d'autres combinaisons. Une façon de schématiser ces algorithmes. Et puis, on va leur faire concevoir des algorithmes, enfin des schémas. On va pouvoir leur donner des problèmes, par exemple, fabriquer un schéma pour un digicode qui ouvrirait toujours la porte quand on tape n'importe quoi qui se termine par AA. Ou bien ouais, des tas de choses comme ça. C'est quelque chose qui amuse souvent beaucoup les gamins. Hein, c'est quand on le fait en classe. Alors, on n'est plus tout à fait dans la programmation, on est un peu dans la programmation quand même, puisque ces schémas sont exécutables. Ces schémas représentent des choses exécutables. Ensuite, l'activité suivante dont je veux vous parler, c'est une activité sur les algorithmes de tri. Donc, trier en informatique, ça signifie ranger dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant. Et donc, la situation se présente comme ceci. On a des boîtes, ce sont des boîtes d'allumettes qui contiennent des billes et qui portent une étiquette. Donc, il y a 8 boîtes qui permettent d'écrire escargot. Alors, la grande qualité du mot escargot, c'est qu'il est composé de 8 lettres toutes différentes. On a aussi limonade qui marche très bien. Et puis d'autres, peu importe. Donc, au début, on a des boîtes qui contiennent chacune un nombre différent de billes. On a écrit escargot et les boîtes ne sont pas rangées dans l'ordre. Les boîtes sont fermées, on ne sait pas combien il y a de billes dans chaque boîte. Et ce qu'on veut, c'est les ranger de la plus légère à la plus lourde. Et pour ça, on dispose d'un outil, c'est une balance, qui permet de peser 2 boîtes et de savoir quelle est la plus lourde et quelle est la moins lourde. Et l'idée, c'est, on commence avec moins de 8 boîtes, parce que 8 boîtes, c'est quand même compliqué. Et puis, on essaye de travailler pour trouver une méthode de classement, parce que si on s'y prend pas bien, c'est extrêmement long et extrêmement... on n'y arrive pas, c'est très fastidieux.
Donc l'idée c'est de trouver des méthodes et puis si possible d'expliciter des méthodes, donc un algorithme pour trier ces boîtes. Ça je pense qu'il faut le réserver aux grands. Dans le primaire, hein, c'est quand même quelque chose qui est abstrait et difficile. Je vais aller vite sur quelques autres activités. Encore une activité de tri qui vient de nos collègues de Grenoble. Donc c'est le crépier qui a fait toute une pige de la plus grande à la plus petite. Donc ces crêpes sont actuellement dans l'état de gauche, il voudrait les mettre dans l'état de droite. Mais pour faire ça, il n'a qu'une spatule. Et donc, l'unique opération qu'il peut effectuer, c'est glisser sa spatule sous une crêpe et retourner l'ensemble du tas qui est au-dessus. Ce que j'ai dessiné là. Et donc, problème, comment va-t-il faire pour ranger ses crêpes? Je vous laisse réfléchir, il y a un petit quelque chose. Alors, bien sûr, ça on peut le réaliser avec des plaquettes de bois qui sont peintes d'un côté et puis qui ont des tailles différentes. Hein. Voilà. Ensuite, la planche à clous va nous servir, c'est aussi une activité de nos collègues de Grenoble, la planche à clous va nous servir à tout un tas de choses. Donc vous la voyez à gauche, la planche à clous, c'est une planche en fait avec des trous sur laquelle on visse à certains endroits des vis. J'en ai apporté une, je vous la montrerai tout à l'heure si ça vous intéresse. Et puis, on met là-dessus des feuilles sur lesquelles on a dessiné, en termes mathématiques ou informatiques, ça s'appelle des graphes. On a dessiné des schémas composés de points et de traits qui relient ces points. Et on a une ficelle. Et puis on a des problèmes. Alors par exemple, dans celui-ci, le problème, c'est le problème du facteur. Le facteur doit programmer sa tournée. Il part de la poste. Il doit parcourir toutes les rues une seule fois pour déposer le courrier et revenir à la poste. Ou pas. Ou rentrer chez lui. Et donc, avec la ficelle, on essaye de modéliser la tournée du facteur. Alors, il y a des tas d'images. Celle-là, c'est une classique. Vous l'avez peut-être fait quand vous étiez petit. Hein, c'est dessiner la maison sans lever le stylo. Mais il y en a qui sont plus compliqués que ça, bien sûr. Avec cette même planche à clous, on peut se poser un autre type de question. Voilà, au fait, la maison. Enfin, la maison. Enveloppe, je sais pas. Avec cette même planche à clous, on peut travailler sur d'autres problèmes, comme celui qui est représenté là. J'ai représenté le problème du cavalier. Donc le cavalier, il part de la case H8 et il doit passer une fois et une seule par chaque case de l'échiquier. Alors ça, c'est pas pour les enfants, c'est très compliqué, mais on peut en donner des versions beaucoup plus simples pour les enfants, bien sûr, avec beaucoup moins de cases, qu'on peut travailler aussi sur la planche à clous avec une ficelle. Et puis, pour finir, programmer c'est bien beau, mais c'est aussi intéressant de s'intéresser, de regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'ordinateur quand on exécute un programme. Et là, en termes d'informatique sans ordinateur, ce que je peux vous proposer, c'est une activité qu'on est en train de mettre au point dans notre groupe à Clermont. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle où les enfants vont jouer des petits sketchs qui permettent d'exécuter un programme. Alors l'exemple que je vous ai choisi là, c'est très simple. Saisir un caractère au clavier et l'afficher sur l'écran. C'est pas si simple. Pour ça, il y a 5 acteurs. Je les ai dessinés sur le schéma en bas. Au centre, il y a le processeur. C'est le chef d'orchestre, c'est lui qui commande à tout le monde. Nous avons en bas à droite l'écran.
En haut à droite, le clavier. À gauche, la mémoire. Et puis, celui qui transporte les informations entre tous ces composants de l'ordinateur, il s'appelle le bus de communication. Rien que pour exécuter la première instruction, donc la première instruction, si je la traduis en français, ça veut dire que on va prendre la valeur de la touche qui a été tapée sur le clavier et on va la ranger dans une zone de la mémoire qui va s'appeler le caractère saisi. Rien que pour faire ça, il se passe plein de choses dans l'ordinateur. Le processeur, qui a le programme, qui constate qu'il doit exécuter cette instruction, il va dire au bus, va demander au clavier, va voir le clavier pour qu'il te dise quelle est la touche qui a été tapée. Donc ça, c'est la flèche numéro 1, ici. Première chose qui se passe. Lorsque le clavier répond, le bus ramène la réponse au processeur, c'est la flèche numéro 2. Et le processeur dit alors au bus, va porter cette valeur à la mémoire pour qu'elle la range dans la case qui s'appelle caractère saisi. Et lorsque c'est fait, le bus revient vers le processeur pour attendre la suite des instructions qui vont correspondre à l'exécution de la deuxième ligne du programme. D'accord? Donc, il se passe beaucoup de choses dans un ordinateur quand on exécute une instruction aussi simple que celle-ci. Et donc, l'objet de cette activité, eh bien, c'est de montrer aux enfants, justement, tout ce qui se passe, enfin tout, non, c'est, vous doutez bien, de montrer aux enfants qu'il se passe des choses à l'intérieur d'un ordinateur. Voilà, donc ça, c'est les documents qu'on va remplir pendant ce temps, c'est pas très intéressant. Je vais venir à la troisième partie de mon exposé, juste vous expliquer un petit peu qui nous sommes et comment on travaille. Alors, le groupe dont je fais partie, c'est un groupe qui appartient à l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques et à la Maison pour la science en Auvergne, donc à Clermont-Ferrand, qui s'appelle Faire de l'informatique sans ordinateur et à l'école et au collège. Donc, vous avez compris notre raison d'être. Nous travaillons depuis plus de 3 ans maintenant. 6 à 8 participants réguliers, qui sont des enseignants du premier et du second degré, des universitaires, comme Béatrice et moi. Nous fonctionnons le mercredi après-midi 1 fois par mois, avec des allers-retours entre les groupes et les classes pour essayer des activités, pour modifier en fonction de ce qui s'est passé dans les classes, etc. Donc, si vous avez envie de venir voir ce qui se passe, vous n'hésitez pas à nous contacter, à demander des renseignements, etc. On est très heureux d'accueillir des collègues. Qu'est-ce qu'on fait dans ce groupe? Eh bien, on produit des ressources pour la classe, comme celle que je vous ai montrée. On anime des stages de formation à la Maison pour la science. Il y en a une demain pour les professeurs de collège. Et puis, on crée des modules de formation à distance. Alors, je suis un peu optimiste quand je dis des. On en a créé un l'année dernière et on est en train d'en fabriquer un deuxième cette année. Donc, celui qu'on a fait l'année dernière, il est actuellement sur la plateforme Magister. Peut-être vous aurez l'occasion d'avoir affaire à lui. C'est sur les codes détecteurs et correcteurs d'erreurs. Les ressources pour la classe que nous produisons, alors, on vise les niveaux cycle 3, en fait, nouveau cycle 3, on va dire, là. CM1, CM2, 6e et même 5e et au-delà. Il arrive que nos activités, on les essaye dans des plus petites classes, en CE1 ou CE2, ça nous est déjà arrivé. Certaines des activités sont issues de la communauté, donc ce sont des activités que d'autres collègues ont conçues, ou bien nous en concevons nous-mêmes. Nous produisons des fiches professeurs clés en main pour réaliser les activités en classe, des documents pour les élèves, et puis des fiches scientifiques pour l'accompagnement des enseignants, donc qui présentent le contexte informatique de l'activité, pour ne pas rester simplement à
ce qui se fait avec les élèves. Et puis, sur quel thème on travaille? Eh là, je me suis concentrée sur tout ce qui concernait la programmation, l'algorithmique, mais on travaille aussi sur la représentation des informations, des choses comme ça. Et puis, voilà, au niveau de la diffusion, il y a des pochettes prêtes à l'emploi que vous pouvez emprunter à Clermont-Ferrand et des fichiers à télécharger donc sur le site de l'IREM de Clermont-Ferrand. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Tu avais une chose à montrer, non? Alors oui, on peut regarder. Il faudrait passer sur la caméra si c'est possible. Ça c'est la planche à clous de Grenoble. Voilà, c'est un fakir dans la salle. Non. Voilà. Alors, ce que je peux vous montrer, d'abord, vous le voyez là? Si on mettra sur le site. Oui, ça c'est l'ouvrage Computer Science Unplugged, traduit en français. Donc, il regroupe une douzaine d'activités que vous pouvez utiliser dans vos classes. C'est un téléchargement libre, hein, c'est facile à trouver. Ensuite, bon, j'ai apporté des gobelets, mais vous avez compris l'histoire des gobelets. J'ai apporté une boîte d'allumettes qui contient des billes. Vous entendez? Et puis, je voulais aussi vous montrer la fameuse planche à clous. Là, comme ça. Ah oui, je veux bien, merci. Donc, la fameuse planche à clous avec sa ficelle. Oups. Je débobine la ficelle. Voilà, pour vous montrer que je peux enlever l'image. Et dessous, j'ai une planche avec des trous sur lesquels je peux visser mes clous. Oui, ça peut se faire soi-même, ça. Ah oui, oui, on l'a fabriqué. Oui. Un collègue du groupe a pris sa perceuse et pas de souci. Voilà. Donc, je peux vous montrer aussi les pochettes que nous prêtons à la Maison pour la Science et à l'IREM, donc qui contiennent le matériel pour réaliser l'activité dans une classe. Donc là, je ne sais pas laquelle c'est, mais bah, c'est les balances, donc elle n'est pas super, il n'y a pas grand-chose à voir. Je vous montre celle des gobelets. Nous avons par exemple la feuille des symboles à photocopier, et puis toutes les propositions de pyramides. Il y en a des très compliqués. Et puis il y en a des beaucoup plus... Oups. Et puis il y en a des beaucoup plus simples. Voilà. Bon, voilà, je crois que je vous ai montré ce que je voulais. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va justement commencer les questions. Juste un point, tu as des retours des élèves, de ce que font les élèves avec tout ça, parce que où est-ce que vous Alors montrez, oui, j'ai des retours. Je range mes trucs là. Voilà. Oui, j'ai des retours puisqu'on fait régulièrement des expérimentations en classe. Et donc, on ne propose les activités à télécharger que quand elles tournent bien dans les classes. Alors, ça veut dire que puisqu'on propose un déroulé d'activités, donc on a un déroulé d'activités qui est facile à suivre, qui est bien minuté, qui est etc. Et puis on a des activités où on a l'impression que les élèves ont appris ce qu'on voulait qu'ils apprennent, puisque on a quand même un objectif, pas de médiation scientifique, mais d'enseignement. Oui, justement. Merci pour ces présentations de grande qualité. Simplement un problème peut-être un petit peu d'ordre pédagogique qui nous préoccupe, je pense, plusieurs dans la salle. C'est première question, c'est le suivi des stratégies qui sont utilisées par les élèves. C'est-à-dire, a-t-on à un moment, le professeur dans sa classe, a-t-il une vision suivant son organisation, des stratégies qui sont développées
Ou est-ce que simplement on attend d'être parvenu au résultat avec un tâtonnement expérimental, essai-erreur? Ça va dépendre justement de l'organisation Voilà. du professeur. Donc on a testé plusieurs modalités. On a testé des collègues qui faisaient faire un travail individuel sur papier, qui faisaient travailler en petits groupes avec une restitution de chaque groupe. On a testé des collègues qui faisaient un travail, un brainstorming de l'ensemble des élèves qui intervenaient, qui faisaient des propositions, qui venaient au tableau faire des essais de ce qu'ils avaient à faire, voilà. Oui, mais dans tous les cas, on ne sait pas quelles sont les procédures qui ont été utilisées. Que ce soit en travail individuel, en binôme, en petit groupe ou en groupe plus important, comment sait-on comment l'élève est parvenu au résultat? C'est ça qui m'intéresse, moi. Et est-ce que ça présente un intérêt, d'ailleurs? Je pense que ça présente un intérêt pour une recherche didactique, ce qu'on ne fait pas. D'accord. Non, mais c'est pas un piège. Enfin, c'est Voilà. une vraie question. Arrivé à un moment. Oui, tout à fait. Voilà. Deuxième question, moi qui m'intéressait, c'est la place de l'enseignant. Alors du coup, quel est son rôle et quelle est sa place dans la séance? Puisque vous nous proposez visiblement des séances qui sont déjà bien minutées, bien construites, etc. Et puis, un dernier point, est-ce qu'il y aurait une petite vidéo qui serait disponible pour qu'on se rende mieux compte des mises en œuvre? Alors, je peux vous montrer une vidéo si j'ai Internet. Si je clique sur Firefox, là, j'ai Internet. Si ça fonctionne pas, on mettra l'adresse de la vidéo et voilà. Après, on a fait effectivement, on a filmé dans une classe. Alors, c'était pas une activité de programmation. C'était une activité sur les codes détecteurs et correcteurs d'erreurs. Et c'était pas en primaire, mais c'était en classe de 5e. Donc voilà ce que je peux vous montrer. On a filmé aussi la semaine dernière l'activité des gobelets dans une classe de primaire, mais bon, vous comprenez bien qu'on n'est pas prêt à la diffuser tout de suite. Il y a un petit travail d'édition d'abord. Ah oui, je vous laisse. Ou non, mais ça va être facile à trouver. Alors, sur le site de l'IREM de Clermont-Ferrand, dans l'onglet ressources, informatique sans ordinateur, hop, ici. Ici. Ah, ça c'est pas bien ça. On reprend. Cette vidéo que je voudrais qu'on voit. En attendant que Malika retrouve la vidéo, pour répondre à la question de la stratégie, on a été amené pour Magister à filmer justement des séances. Et quand on a filmé, je pense que c'est la vidéo que vous voulez montrer, Malika, là on se rend compte des stratégies. Parce que l'enseignant, lui, il est obligé de gérer sa classe, de se déplacer, etc. Mais là, avec une caméra qui filme, on voit tout le processus, le raisonnement, parce que les élèves étaient par 4 ou 5. Donc ils étaient obligés de négocier entre eux, de discuter entre eux. Et c'était assez intéressant parce qu'il y avait des élèves qui arrivaient. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va voir. Son don fonctionne. On va s'intéresser aux informations. Eric. Les informations numériques.
d'accord, qui sont transmises. Peut-être justement pour les deux. Et si on vient plutôt côté maternel, alors maternel, ce qu'on a vu d'intéressant, c'est que les programmes, il faut qu'ils soient toujours matérialisés. Ça, c'est très important. Hein. L'informatique n'a rien de virtuel, c'est le contraire. Un programme, si on ne le voit pas, s'il ne faut pas manipuler physiquement, on ne peut pas s'en sortir. Alors, c'est peut-être intéressant justement. Je me rappelle quand on était dans le logo, hein, je suis un peu âgé, on faisait ça aussi, et on faisait des jeux derrière tout ça, des jeux physiques. Le problème, c'est quand quelqu'un joue du robot, ben, il faut qu'il le joue le plus honnêtement possible, et c'est jamais facile. Donc justement, pour les maternelles, il faut peut-être justement des dispositifs informatisés où on conçoit un programme, on met des cartes, mais il y a quelqu'un d'autre qui le réalise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je ne sais pas justement si, voilà, les spécificités d'une informatique pour des élèves plus jeunes, s'il ne faut pas justement quelque chose qui soit un peu indépendant, qui exécute le programme tel qu'on l'a défini. Voilà, c'est une question. Oui, c'est vrai. Effectivement, il y a la question de l'exécution qui n'est pas toujours simple. Oui, puis avec le risque aussi de faire jouer le rôle du robot par un enfant, de renforcer l'anthropomorphisme. Enfin, ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu embêtant. Alors qu'avec l'abeille ou ce genre de dispositif, il fait exécuter véritablement une machine. La machine n'interprète pas, alors que l'enfant, il peut avoir tendance, quand il voit que le programme des copains n'est pas juste, et il veut corriger, quoi. Donc oui, voilà, tout à fait. Oui. Allez-y, hein, dans ce que vous faites, dans ce que vous avez vu, dans ce que peut-être ce qui vous intéresse, des questions générales un peu sur l'informatique, le codage, que ce soit maternelle, primaire ou au-delà, ou les activités qu'on peut voir autour de tout ça. Les activités logiques qu'on a vues, bon, on les faisait depuis longtemps, hein, c'est aussi c'est des choses assez classiques qu'on fait dans le primaire depuis très très longtemps. Et, voilà, c'est toujours intéressant à les faire. C'est un complément peut-être à tous les éléments qu'on fait. Après, il y a des spécificités justement de l'informatique, il faudrait revoir. C'est pour ça que tu as parlé de complémentarité tout de suite. Alors, il faudrait peut-être avancer plus clairement dans quelle est la complémentarité. C'est vrai, on ne peut pas rester dans le débranché de toute façon. Mais si, on peut répondre avec l'expérience d'un collègue alors qui lui fait des activités en périscolaire. Oui. Et il a introduit l'activité de programmation d'abord avec le jeu d'enfant robot et ensuite en faisant manipuler alors des robots qui là sont beaucoup plus complexes parce que, enfin, pour les enfants c'est la même chose, mais comme il est avec des étudiants en informatique, il fait construire les robots par ses étudiants en informatique, mais l'idée est la même. Donc c'est quel niveau? C'est maternelle ou primaire? C'est des primaires, il l'a fait avec des primaires. Voilà, donc en primaire, il fait d'abord cette activité de l'enfant robot et après seulement il fait passer les enfants sur les robots. Et dans la première configuration à laquelle il avait à faire face, c'était pas ça. Il manipulait directement sur les robots. Et lui, alors c'est jamais qu'une observation, qu'une expérience, mais il a constaté que dans le cas où on faisait d'abord travailler avec le jeu d'enfant robot et ensuite avec les robots, les enfants comprenaient beaucoup plus rapidement, c'était beaucoup plus efficace que s'il manipulait directement le robot. Donc il a gardé finalement cette stratégie de dire je fais d'abord réfléchir 2-3 séances avec, avec ce type d'activité et ensuite seulement je passe au robot. Sachant qu'il a évidemment un nombre de séances très limité en périscolaire. Il doit faire ça sur 6 séances, je crois. Oui, 6-8 séances, quelque chose comme ça. Ouais. Et il passe la moitié du temps en débranché. Débranché, oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans le site de Moulins là-dessus? Vous expliquer un peu.
Alors d'abord, il se passe plein de choses sur le site de Moulin, comme vous le savez. Et puis après, la personne ressource, c'est celle qui est à côté de vous. Donc, de manière un peu large, je vais lui passer le micro. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette informatique des branches, j'essaie de le dire souvent, que souvent on a joué sur le côté graphique et sur l'attrait qu'il pouvait y avoir à manipuler les objets graphiques avec les ordinateurs, alors que si on veut construire une motivation solide et stable, il faut des défis à l'intelligence, et c'est premier dans la démarche, et que si on n'a pas cette base pour construire des activités, elles vont très rapidement perdre de leur intérêt pour les élèves. Et finalement, il y a quelque chose de pire que quelque chose d'ennuyeux, c'est quelque chose qui ne tient pas ses promesses. Donc quand on entre dans l'informatique par l'aspect graphique et ludique, on est sur une pente un peu dangereuse à mon avis, et c'est pour ça que je trouve que ce travail vraiment algorithmique est passionnant, parce qu'il constitue un défi à l'intelligence qui est posé aux élèves. Voilà, alors nous, on est principalement enserré par le cadre du C2I malheureusement, et c'est vrai que cet aspect n'est pas abordé spécifiquement dans les compétences du C2I, qui est très général et très professionnel, très axé vers des compétences générales liées au métier. Mais ici, par exemple, moi j'ai expérimenté avec le robot Timio, par exemple, et bon, avec quand même des interrogations, parce que le robot Timio, ce n'est pas la programmation qu'on connaît, c'est une programmation événementielle, donc, et qui est complètement différente de celle qu'on a connue avec la Tortue Logo, par exemple. Je passe la parole. Est-ce que vous considérez que, est-ce qu'il y a un lien qui est fait entre cette activité ou ces activités et puis le monde numérique dans lequel sont les enfants? C'est-à-dire qu'à un moment, quand même, par rapport aux années 80, les enfants de cet âge-là n'étaient pas du tout immergés dans un monde numérique comme ils sont aujourd'hui, qui constitue, j'allais dire. Alors, est-ce que il y a des liens qui doivent être faits, qui sont faits, comment est-ce que ça se passe, ou est-ce que finalement vous voyez, c'est ce qui est de l'ordre de l'informatique, du robot, etc. C'est quelque chose d'assez déconnecté de ce rapport qu'ils peuvent avoir chez eux, quand même, qui est bien des problèmes actuels. C'est la distinction entre le rapport que les gamins ont au numérique chez eux et puis finalement celui qu'ils ont dans la classe. Oui, bien sûr, c'est toujours la question de l'articulation du branché et du débranché. Et oui, bien sûr, c'est essentiel de ne pas rester sur un robot avec des gobelets ou sur un tour de magie ou sur des choses comme ça. Faire le lien avec où est l'informatique là-dedans, avec qu'est-ce que vous servez de ça quand vous servez de ça quand vous, par exemple, la vidéo tout à l'heure portait sur la notion de code détecteur et correcteur d'erreurs, et ben chaque fois que vous envoyez un message à quelqu'un, que vous envoyez une photo à un copain, vous avez ce procédé qui entre en jeu. Vous en apercevez pas parce que c'est automatiquement fait, mais ça intervient. Donc ça, on veille toujours à avoir, bien sûr, à présenter l'environnement informatique de l'activité qu'on propose. Je ne sais pas si ça répond. Si c'est important de relier ça. Bien sûr. Peut-être pour vous une question, alors peut-être sur vos comptes Facebook, quand vous postez quelque chose, est-ce que vous maîtrisez bien qui va voir ce que vous déposez, les amis d'amis, les amis de pas amis, etc. Est-ce que vous avez l'impression de maîtriser les environnements que vous utilisez, ou pas complètement les maîtriser? Et la question sous-jacente est, est-ce qu'il faut apprendre aux enfants à avoir une certaine maîtrise de ces environnements? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Autre question, est-ce qu'il y en a qui utilisent Snapchat? Non? Vous n'utilisez pas du tout alors ces trucs que les gens utilisent habituellement? Hein? Donc, est-ce que vous croyez qu'ils effacent les photos ou pas?
Est-ce que la publicité, vous y croyez ou non, en disant que, en fait, ça dure que quelques secondes et la photo disparaît? Non, mais c'est c'est comme dans tout, enfin, comme dans tout système, il y a toujours des moyens de contourner hein, les règles établies, quoi. Donc forcément, les photos, elles sont pas temporaires, quoi. Mais je pense que maintenant, on le sait, quoi. Le fait de savoir n'a aucune incidence sur les actions que vous faites. Si? Bien sûr que si, ça a une incidence. Enfin, à partir du moment où on sait où elles sont pas temporaires, enfin, ça peut changer pour certaines personnes le genre de photo qui est envoyé, mais ouais, je sais pas si c'est le. Parce que c'est la question effectivement entre l'environnement quotidien des élèves et ces apprentissages qu'on peut faire avec le code de la formation. Est-ce avec le carnet internet un petit peu maintenant? Bah, je sais pas, il y a le permis internet qui est pas mal pour, surtout pour naviguer sur internet, quoi. Je veux dire, vu que c'est un environnement maintenant qui peut pas être à 100% sécurisé pour les enfants. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous connaissez le permis internet? D'accord. Ben, c'est un petit permis. Alors je sais pas pour quels âges c'est, mais moi j'ai vu ça en cycle 2, donc après pour les maternelles peut-être pas. Mais cycle 2, cycle 3, il y a des vidéos à regarder avec un petit garçon qui explique les dangers d'Internet, les réseaux sociaux et tout ça. Et donc à la fin ils ont un petit permis, mais enfin c'était très très ludique. Hein. Enfin, j'ai trouvé ils ont plus pris conscience des dangers justement de. Voilà. Oui, en complément, il existe aussi des chartes d'utilisation d'Internet dans les écoles qui normalement devraient être distribuées en début d'année avec le règlement intérieur des écoles, signées par les élèves et signées par les parents. Hein, voilà. Donc je crois extrêmement vigilant, extrêmement prudent quant aux connexions qui peuvent avoir lieu dans l'enceinte de l'école. Après, évidemment, ce qui n'exclut pas de former nos élèves, on va dire, à un Internet responsable, même à la maison, évidemment, mais c'est quand même un peu plus difficile d'intervenir dans tous les foyers. Mais à l'école, il faut avoir une extrême vigilance par rapport à l'utilisation d'Internet, parce que la responsabilité de l'école est engagée. Et par ailleurs, il y a également un filtre académique, normalement, qui doit être mis en place sur les ordinateurs dans les écoles, qui limite normalement de manière assez drastique l'accès à un certain nombre de sites violents, pornographiques et autres fantaisies qu'on trouve sur le net. Voilà. Mais la responsabilité de l'enseignant, c'est clair, est engagée quand vous amenez votre classe dans une salle informatique, si ça existe encore, je ne sais pas, c'est plus vraiment d'actualité, mais normalement, mais bon, il faut avoir cette vigilance-là parce que, on va dire de manière assez régulière, on est saisi par des parents qui s'interrogent quant aux consultations qu'auraient fait leurs enfants à l'école. Ils s'interrogent peut-être des fois un peu moins sur celles qu'ils ont fait chez eux, mais voilà, notre responsabilité de professionnel est engagée, donc il faut être très très vigilant par rapport à ça. Conclusion, les intervenants. Non. Merci beaucoup.